Bonjour tout le monde. Premièrement, je veux féliciter le Bloc québécois pour cette victoire réellement historique dans la salle Aymar-Verdun. Historique parce que jamais le Bloc québécois n'a gagné cette circonscription-là. C'est un message important à Justin Trudeau, qui a fait de la politique sur le dos des Québécois, sur le dos des francophones, de la politique mensongère. La réponse, elle est limpide de la part des électeurs. Et c'est une réponse plus large sur ce que les électeurs pensent du régime fédéral de décisions qui déstructurent la société québécoise et qui ne respectent pas la volonté démocratique des Québécois. Donc, félicitations au Bloc. Bravo à tous ceux qui ont travaillé sur le terrain pour cette victoire-là, qui était improbable au début et qui est une réalité aujourd'hui. Je prends quelques secondes pour vous parler du temps d'écran et l'impact des écrans chez les jeunes. Vous le savez, j'ai initié ce sujet-là en janvier dernier en demandant une commission parlementaire sur le sujet, ce qui m'a été refusé pendant des mois. Et on a fini par faire une commission, mais sans aucun sentiment d'urgence, c'est-à-dire qu'on se donne une bonne année pour réfléchir, être certain du diagnostic. J'invite, si ce n'est pas déjà fait, à lire le papier de Daphné Dionvien dans le Journal de Montréal. J'invite la population à suivre ce qui se passe dans cette commission-là. Les témoignages sont percutants et limpides sur l'impact dévastateur des écrans sur le développement de nos jeunes. Des retards de langage importants. Les enfants arrivent en maternelle avec ces retards-là. Des enfants de 5 ans qui parlent comme des enfants de 3 ans. Puis là, je fais des citations. Grande perte de capacité des habiletés sociales qui se fait déjà sentir en maternelle. Omniprésence des médias sociaux qui amènent des phénomènes d'estime de soi, d'anxiété, de violence entre les élèves à des âges très, très jeunes. Des faits qui sont donc très troublants, mais surtout des experts qui viennent nous parler avec un diagnostic clair, net et précis. Que fait le gouvernement pendant ce temps-là? Il n'y a rien de concret. On pèle par en avant. Il y a toutes sortes d'initiatives qui pourraient être prises, au moins à court terme. Moi, je pense qu'on aurait dû procéder plus vite, mais à court terme, on pourrait dire aux écoles, sentez-vous libre de prendre des initiatives et de faire des projets pilotes. Dans l'intervalle, puisque le diagnostic est si clair, je trouve que comme dans tant de dossiers, la CAQ pèle par en avant, manque de leadership et de vision, dans un sujet qui me tient énormément à cœur, comme vous le savez, parce que c'est la socialisation et la construction du cerveau de nos enfants qui se développe. Je vous invite à référer au livre The Wired Generation, mais c'est vraiment... On est devant des impacts à très long terme pour le développement de nos enfants. On ne devrait pas prendre ça à la légère. Sur ça, je vais prendre vos questions. Donc, on devrait ne pas attendre la fin de cette commission-là et décider tout de suite d'interdire les écrans, les cellulaires, par exemple, partout dans les écoles, comme c'est le cas dans certaines écoles en ce moment au Québec et surtout en France. On devrait, en France, ils ont bougé en quelques mois seulement. Puis regardez tous les autres pays européens, là, ils sont 1 année, 2 années en avance sur nous. Puis la CAQ s'est donné tout le temps pour réfléchir à la commission, puis ensuite tout le temps pour la commission. Pendant ce temps-là, il ne se passe rien. Je pense qu'on pourrait donner des responsabilités, puis se fier au jugement des institutions scolaires en leur disant, sentez-vous libre à la lumière de ce qu'on apprend, d'ajuster l'environnement scolaire pour protéger la santé de nos enfants. C'est déjà le cas. Ils le sont libres. Oui, mais il n'y a pas de signal du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement est dans l'attentisme, alors que moi, si j'étais le gouvernement, je dirais, bien, à la lumière de ce qu'on vient d'entendre, on n'attendra pas. Il va y avoir éventuellement l'élaboration d'une politique nationale, mais dans l'intervalle, on demande aux écoles d'être proactives compte tenu du caractère absolument net et précis de ce qu'on apprend dans la commission en ce moment. Monsieur Berruet, vous les suivez, puis vous êtes même sur le comité. Là. Il retourne juste après. Oui, on vous a sorti des écrans pendant un instant, mais les experts, surtout ceux qui travaillent dans le milieu scolaire, disent faut pas faire du mur à mur, faut éviter d'aller rapidement avec une solution qu'on appliquerait partout, faut se donner le temps dans chaque milieu, le temps et le pouvoir de réfléchir. La Fédération des centres de services scolaires, tous ceux qui travaillent dans les milieux scolaires disent les syndicats de profs. Oui, j'ai entendu les syndicats de professeurs et de mon point de vue, je vois pas comment on se dotera pas d'une politique nationale basée sur la science et les experts au sens de expertise sur le plan psychosocial du développement de l'enfance. Je vois pas comment on va faire une politique qui, dépendamment d'on est où puis dans quel contexte, donne pas le même résultat. Ça m'a étonné de la part du milieu scolaire que de ne pas considérer d'abord et avant tout ce que des experts qui ont l'expertise sur le plan du développement de l'enfance nous disent de manière aussi percutante, là.
Donc, à court terme, certes, on encourage l'initiative, mais ça va déboucher sur une politique nationale de la même manière que le tabac, l'alcool ou tout autre... Les enseignants, ce ne sont pas des vrais experts des jeunes? Selon moi, sur le plan de l'impact des écrans sur le développement du cerveau des enfants, on est devant une expertise très, très pointue. On est en train d'entendre ces experts-là, les études se multiplient, et c'est ça qui doit guider une politique québécoise de protection de l'enfance par rapport à la toxicité de ce produit-là. Ça me semble évident. Est-ce que la voix des syndicats ou de la Fédération est pertinente dans ce contexte-là, à votre avis? Bien, je veux dire, ils ont le droit de s'exprimer, mais ça me surprend comme prise de position à la lumière de ce qu'on entend en commission. À mes yeux, c'est ultra clair qu'étant donné qu'il s'agit de la santé et de la sécurité de nos enfants, ça va déboucher sur une politique nationale fondée sur l'expertise en matière de développement du cerveau, de la santé physique et mentale des enfants en lien avec ce temps d'écran-là. C'est une science, là, c'est une expertise hyper pointue. Il faut entendre les témoignages en ce moment qui sont limpides, sans ambiguïté. Monsieur Saint-Pierre-Plamondon, vous dites qu'il va y avoir une politique nationale, on peut pas passer à côté. Là, ce que vous demandez, là dans l'intervalle, c'est quoi? C'est que les écoles interdisent le cellulaire, interdisent les écrans, qu'on les encourage. C'est que venant du gouvernement qui entend cette information-là, qui devrait créer un sentiment d'urgence, ce que je plaide depuis maintenant 9 mois, que le gouvernement encourage chaque institution à aller plus loin dans la réflexion et les mesures concrètes par rapport à ce temps d'écran-là, parce qu'il faut écouter ce qui se dit dans cette commission-là, il faut regarder les études et les reportages. C'est vraiment plus grave que ce qu'on a pu le penser il y a à peine 3-4 ans, et je ne vois pas pourquoi le gouvernement n'assumerait pas de leadership à la lumière de l'information qu'on vient d'obtenir. Ça n'envoie pas le message que cette commission-là, finalement, n'est pas utile. C'est-à-dire qu'elle aurait été utile si on s'était donné le calendrier qu'on a suggéré, c'est-à-dire ne pas niaiser pendant 5 mois à savoir est-ce qu'on en tient une ou on n'en tient pas, ne pas nier le problème pendant 5 mois, puis ensuite se donner 2-3 mois pour travailler, comme on a fait ailleurs dans le monde, pour arriver à des mesures concrètes. Mais bienvenue au caquisme. Le caquisme, c'est pelleter par en avant puis se soucier de son image aujourd'hui en fonction du sondage interne. Pas de vision, pas de planification, c'est comme ça dans tous les dossiers. Et quand ça touche les enfants puis leur santé, je ne l'accepte pas. Monsieur Berruet, vous êtes sur cette commission. Vous, est-ce que vous avez l'impression que vous perdez du temps? Bien, non. On participe, on écoute ce qu'on a à dire, mais on aurait pu l'entendre il y a 5 mois, tout ça. Évidemment, on participe. On n'est que 4, alors on essaie d'être là le plus souvent possible. Quant aux enseignants, je me souviens quand même d'un sondage l'an dernier qui disait que 9 enseignants sur 10 demandaient le retrait du cellulaire. Ça s'est fait après. Alors, je pense qu'ils sont attentifs à ça. Et ce qu'on entend, c'est inédit. On a 2 chercheurs français ce matin qui nous font une présentation très forte qui nous ébranle beaucoup sur la force que ça représente, le côté addictif des écrans. Donc, il y a aussi le souhait, que j'ajouterais à l'intervention du chef du Parti québécois, qu'il y a des suites à cette commission. C'est mai pour le dépôt du rapport. Il devrait y avoir des suites, sinon on continue d'accepter une réalité, sachant que c'est nocif. Alors, on va exactement dans le même sens. Mais non, j'apprécie beaucoup. Écoutez, puis ça se passe bien jusqu'à maintenant. On va avoir plus de 20 intervenants. On apprend beaucoup. Monsieur Saint-Pierre-Plamondon, est-ce que c'est le même sujet? Non, Ben, moi non plus. Ah! Subterfuge. Je vais y aller. Vous avez félicité le Bloc québécois pour sa victoire. On sait que les élections fédérales pourraient arriver très rapidement, surtout que les libéraux ont perdu hier. Est-ce que vous allez faire un appel à voter pour le Bloc québécois? Oui, clairement. À mes yeux, le Canada est brisé. Puis on peut blâmer évidemment le gouvernement Trudeau parce que c'est un bilan épouvantable sur le plan de l'immigration, de la langue française, mais aussi des finances publiques, détérioration à plusieurs niveaux au terme de ces mandats-là. Mais regardez ce qui arrive avec Pierre Poilievre. Regardez les déclarations qu'il a faites ce week-end sur la taxe carbone. Il faut se pencher sur ces engagements en matière d'énergie fossile. C'est la même chose que le gouvernement Trudeau. Du point de vue du Québec, est-ce qu'on obtient le mandat, les pouvoirs en immigration? Il n'y a rien.
C'est la même chose sur la contestation de la laïcité, c'est la même chose sur les transferts en santé qui ne seront pas plus élevés. Il faut voir que c'est un régime, le Canada est un régime brisé. De l'avis des Canadiens eux-mêmes, le 2/3 pensent que Canada is broken. Fait que c'est terrible comme bilan, Justin Trudeau, mais on ne peut pas s'attendre à mieux avec Pierre Poilievre. Et donc, si on est logique, il faut sortir de là et se bâtir quelque chose en fonction de nos intérêts, nos décisions. Ça s'appelle un pays. Mais le Bloc ne prendra pas le pouvoir, là. Le Bloc ne prendra pas le pouvoir. Non, donc, sauf que... c'est sûr que voter Bloc, est-ce que ça ne sert pas M. Poilievre? Le Bloc permet au Québec de se faire entendre et permet aux indépendantistes de se faire entendre. Et hier, ils se sont fait entendre contre toute attente. Est-ce que justement, bon, vous êtes quand même en tête dans les sondages, il y a l'élection fédérale qui s'en vient. Est-ce que vous allez envoyer un message ou est-ce que c'est votre souhait de, par exemple, de ne pas prendre des candidats ou d'anciens députés bloquistes pour la prochaine élection parce que peut-être qu'il y en a qui vont lever la main pour rejoindre vos rangs plutôt que de rester à Ottawa? Est-ce que vous allez avoir une certaine directive par rapport à ça pour ne pas fragiliser le Bloc, par exemple? Il y a, dans les relations entre le Parti québécois et le Bloc, il y a vraiment une excellente relation entre les deux chefs, de sorte que si jamais il y a lieu, on va discuter en fonction de nos intérêts respectifs, mais non, il n'y a pas de directive. Puis on a des... Vous n'excluez pas d'emblée les candidats bloquistes. Oui, mais en même temps, je n'exclus pas les bloquistes, sauf qu'il n'y a rien que je ferai jamais sans passer par Yves-François. Et vice-versa, puis la relation est excellente. Mais dans la mesure où le vote d'opposition à Justin Trudeau ne vous concerne pas, est-ce que la victoire du Bloc, ça reste une bonne nouvelle pour le PQ? Ben oui, parce que c'est une victoire des indépendantistes contre toute attente, ce qui n'est pas sans faire penser à Jean Talon, c'est-à-dire des comtés qui n'ont jamais été gagnés par les Bleus et qui le sont. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Imputer la victoire à un vote d'opposition à Justin Trudeau, c'est pas la même chose qu'un vote souverainiste, ça non plus? Bien, si les souverainistes constituent cette opposition, oui, c'est un vote souverainiste. Plus à l'aise avec un gouvernement fédéral de Justin Trudeau, libéral, ou des conservateurs de M. Poilievre? J'ai un malaise profond avec les deux, parce qu'on va perdre dans les deux cas. C'est un gouvernement, un régime hostile aux intérêts du Québec. Et dans mon évolution comme chef du Parti québécois, des fois, j'ai l'impression que je découvre que le peuple québécois a ce côté très généreux, très sympathique. Puis des fois, on a de la misère au Québec à accepter que peut-être un régime nous est hostile. C'est pour ça que des fois, je reviens avec l'histoire du Québec, les déportations, les pendaisons, ça crée des gros émois. Mais il faut voir à quel point... Écoutez Trudeau à CJAD, là, c'est hostile au Québec. Et Poilievre ne sera pas mieux. C'est un régime hostile au Québec. Sortons-en. Donc, vous me demandez mon degré de malaise entre Trudeau et Poilievre, par-dessus ce que je devrais avoir à endurer dans les deux cas. Dans ce contexte-là, est-ce que vous demandez au Bloc de défaire le gouvernement de Trudeau pour qu'on ait des élections plus rapidement? Bien là, je ne ferai pas de la politique fédérale. Là. Je pense que les élections vont arriver plus vite que tard à la lumière de ce qu'on vient de voir hier soir. Le Bloc, fait que déjà... C'est ça. Moi, mon rôle, c'est d'être en soutien au Bloc. Puis, je trouve que ce qui s'est passé hier n'est pas anodin. Les équipes suffisantes pour les aider, justement. Est-ce que vous allez parler de Nordvolt en passant? Oui, je veux vraiment parler de Nordvolt. Mais allez-vous avoir les équipes suffisantes au Parti québécois pour prêter main forte au Bloc? Ou, par exemple, s'il y a le partiel dans Terrebonne, allez-vous... Bien, vous m'avez vu dans Verdun, La Salle, Villemort. Je suis allé. Puis, on a des militants du PQ qui participent et vice-versa. Donc, évidemment qu'on s'entraide, puis ça va être comme ça pour la suite. Boudez pas votre plaisir, là. Est-ce qu'on va libérer le bloc d'énergie qui était réservé à Nordvolt? Là, Nordvolt, là, ça nous a été présenté comme à peu près tout ce qui est présenté par la CAQ. C'est toujours un moment grandiose, historique. Puis là, les violons partent, puis la musique de cinéma, là. Ça s'enligne pour être un désastre parce qu'on a, puis je reprends les mots du premier ministre, parié. On a pris les fonds publics et on a parié sur quelque chose, à même le bon jugement au pif de Pierre Fitzgibbon puis de peut-être 2 autres boys dans le club. C'est ça qu'on a fait avec des centaines de millions. Et je veux souligner à quel point le premier ministre a menti la semaine dernière en Chambre. C'est symptomatique d'où ils sont rendus dans le dossier Nordvolt. Ils en sont rendus à mentir. Le premier ministre me disait, on n'a pas mis d'argent dans Nordvolt. Il n'y a pas de fonds publics dans Nordvolt, on a juste acheté un terrain. C'est un mensonge. Donc, autant la Caisse de dépôt
qui est quand même le bas de laine des Québécois, que Investissement Québec, là, qui est vraiment le bras d'investissement de l'État, on arrive à un total de 600 millions qui est en jeu. En plus qu'on a surpayé pour le terrain, puis en plus de toutes les dépenses qui sont autour de l'aménagement du site. Et la question était simple, est-ce que vous avez pensé à des garanties de sorte que si Nordvolt ne fait pas son usine, on récupère notre argent? Je n'ai jamais eu de réponse à part une série de mensonges de la part du premier ministre, et c'est là où en est rendu François Legault, à mentir. Donc, je reviens au bloc... Je reprends donc le bloc d'énergie. Problème de transparence sur les contrats, c'est la même question. Évidemment que le Québec, si le Québec se commet en affaires à l'international en disant on s'engage formellement dans la clause 2.4 à vous réserver ce bloc d'énergie-là, on ne peut pas briser nos ententes sans briser notre réputation comme lieu d'affaires. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune transparence. Je ne sais pas ce qui est dans le contrat par rapport à Nordvolt. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen de se faire rembourser les centaines de millions en jeu. Et je ne sais pas si ce que dit le contrat quant à ce bloc d'énergie qu'on ne peut pas conserver éternellement au cas où que l'usine se fasse dans 10 ans. Là. Donc, pendant ce temps-là, il y a des entreprises québécoises qui en souffrent. Et ça, c'est à nouveau le symptôme d'un gouvernement incapable de planifier, toujours en mode improvisation et rattrapage pour du travail qui a été bâclé par des gens dont l'ego ne rentre pas dans la porte. On passe en anglais. On Trudeau's remarks about, do you think it was just an action of a desperate man trying to get the Anglo vote out in that riding at the last minute, or you use the words, you say it's hostile, if he's hostile towards Quebec, but isn't it more like an operation to get wasn't it more an operation, even though they lost, to try and get the vote out? Do you think it was... Well, it's both at the same time. So you're right, you're correct to say it's obviously desperate, but it's obviously a lie that will hinder the social climate in Montreal for no reason except desperation. Who wants that person as a prime minister? What the hell is that? So you're correct, but yet it tells you the true nature of that government when under pressure. They don't hesitate to do such kind of disinformation, and it tells you who they are. And would there be any follow-up on those remarks that, like a motion in the House or something today, or that you think does Mr. Trudeau go too far when he says that Anglophones have to display a certificate to get health services? Well, we're running out of motions to try to to have a counterbalance to the federal government hostility towards Quebec. So today we're on El Gawabi, saying that position should be abolished. It's not about resigning, it's about abolishing a position that is very ideological and unacceptable in Quebec's laicity, secularism and democratic choices. So, I mean, we'll try to make a motion every time the federal government treats Quebec either unfairly or without considering our voice, our democracy. But sometimes we're running out of motion because there are too many instances. And what does the Bloc, it's my last question, what does the Bloc win in LaSalle-Imard? We know the vote was badly split between all these various parties. So what makes you to say that it's a great victory for sovereignists, given the nature of the vote that it was? Because it's never been won by the Bloc Québécois. So it is an accomplishment, a very improbable, unforeseeable event that tells something about the dynamics of politics in Quebec right now. Merci. Merci.